Eh bien, je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est un peu plus, enfin, quasiment 70 présentement. Et on est ravis donc de pouvoir accueillir pour ce nouveau webinaire de la série Au cœur de la donnée, un format qui permet de mettre en lumière des projets de recherche utilisant de la donnée de santé, mais pas que. Puisqu'aujourd'hui, on aura donc l'opportunité d'entendre et de passer le micro à un projet qui a mobilisé donc des données de santé et un nombre aussi important de sources de données environnementales. Donc, merci à toutes celles et à ceux qui sont en train de nous rejoindre pour cette session consacrée à la présentation du projet MRCPE. Avant de commencer, quelques informations pratiques que je me permets de vous rappeler. Donc, le webinaire est enregistré, donc il pourra être diffusé ultérieurement. On a prévu une présentation par l'équipe de 45 minutes, donc vous avez l'opportunité de pouvoir poser vos questions tout au long de la présentation. Normalement, en bas de l'outil, vous avez un petit onglet de chat qui vous permet de pouvoir écrire directement. Et on prendra, à l'issue de la présentation, un temps de questions-réponses, 15 minutes, pour permettre aux différents intervenants de pouvoir vous apporter des compléments et de pouvoir répondre aux quelques interrogations qui pourraient advenir au cours de la présentation. Donc moi, je suis Maxime Caillé, je suis responsable de pôle au sein de la direction des partenariats de la plateforme des données de santé. Et j'ai le plaisir de co-animer donc ce webinaire aujourd'hui avec Laura Barbier. Laura, peut-être que tu veux dire un Oui. petit mot de présentation. Oui, moi je suis chargée de mission santé-environnement à la sous-direction de la recherche du CGDD, le Commissariat général au développement durable, qui fait partie du ministère de la Transition écologique. Et j'ai rejoint le Green Data for Health cette année. Voilà. Merci beaucoup. Donc Laura, je remercie donc, pour sa présence et aussi son implication tout au long de l'appel à projet, donc données de santé et données environnementales. Donc quelques mots de contexte avant de passer directement la parole aux intervenants. Donc le projet MRCPE, il fait partie donc des lauréats de ce programme, cet appel à projet. Donc le vrai nom, c'est la donnée de santé, environnement pour la recherche et l'innovation. Donc c'est une initiative qui a été lancée maintenant il y a un petit peu plus de 3 ans donc, avec le Green Data for Health et le Commissariat général au développement durable. Et c'est un appel à projet qui vise à soutenir donc, des travaux de recherche qui vont mobiliser données de santé, données environnement pour favoriser donc l'innovation scientifique. MRCPE, ce projet, alors vous allez mieux le comprendre, et je pense que les différentes personnes impliquées sur le projet en parleront mieux que moi, mais il vise à analyser l'association entre les profils environnementaux des territoires et l'incidence de la défaillance rénale en France métropolitaine. Ce projet est intéressant, c'est l'un des premiers projets qui est issu de ce programme et qui va nous présenter ses premiers résultats. Et donc, on est particulièrement heureux de pouvoir passer la parole donc aux équipes qui ont permis à ce beau projet de pouvoir voir le jour. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir virtuellement deux intervenants, donc Michael Gelin, qui est maître de conférence et professeur titulaire à l'Université de Lille, ainsi que Martin Pommel, postdoctorant en environnement et santé à l'Université de Lille. On aura probablement aussi peut-être d'autres intervenants au cours des questions-réponses et je les laisserai se présenter si jamais ils souhaitent prendre la parole. Donc du coup, sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre. Je vous souhaite une bonne présentation à toutes et à tous. Et donc je laisse la parole à Mickaël et à Martin qui vont vous présenter le projet MRCPE. En commençant par des premiers éléments de contexte. Donc finalement, dans le projet MRCPE, Mickaël et Martin, de quoi parle-t-on exactement et finalement, si vous pouvez revenir sur la base de votre questionnement, quelle est la problématique de santé publique ou environnementale qui était à l'origine du projet. Merci beaucoup, Maxime et Laura. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette belle présentation et merci de nous donner l'opportunité de pouvoir présenter les résultats de ce projet qui avait été porté par cet appel à projet. Le point d'entrée en fait de ce projet, c'est un problème de santé publique. On s'est intéressé à la maladie rénale chronique qui touche environ 10% de la population, mais avec comme principal risque évolutif la défaillance rénale qui nécessite l'utilisation de traitements de suppléance, que ce soit par hémodialyse ou dialyse péritonéale. Alors, le constat est assez clair, hein, c'est que, il y a deux principaux facteurs de risque qui contribuent pour environ 50% de l'incidence, qui sont le diabète et l'hypertension artérielle. Et en parallèle, eh bien, il y a un certain nombre de publications dans la littérature scientifique qui ont fait état de fortes disparités géographiques sur différents territoires,
de cette incidence de défaillance rénale. Alors, ce genre de disparité spatiale, nous pose la question du rôle de facteurs environnementaux qui pourraient être potentiellement à l'œuvre et qui pourraient avoir un impact sur ces disparités spatiales d'incidence. Alors, après avoir potassé un petit peu la littérature scientifique sur le sujet, on s'est rendu compte que les études qui visaient à évaluer des expositions environnementales sur les disparités spatiales d'incidence de défaillance rénale présentaient trois écueils méthodologiques principaux. Le premier, c'est systématiquement une approche en silo des expositions environnementales, c'est-à-dire qu'on considère polluant par polluant. Or, il est assez connu qu'il y a des potentielles synergies entre expositions environnementales. Et donc, ça, c'est extrêmement important de pouvoir considérer une approche plutôt multi-exposition qu'une approche en silo. La deuxième écueil, c'est qu'on avait tantôt des couvertures géographiques qui étaient régionales avec des résolutions spatiales qui étaient assez élevées, donc à très fine échelle spatiale. Mais l'écueil de ça, c'est que lorsqu'on montre des résultats et des associations entre exposition environnementale et défaillance rénale sur des petits territoires, on manque de validité externe des études. Ce sont des résultats qui sont très propres à des micro-territoires. À l'inverse, on a trouvé des résultats des publications qui proposaient des couvertures géographiques nationales, mais le problème était que la résolution spatiale était particulièrement grossière. Et donc, en fait, derrière, lorsqu'on veut faire des analyses qu'on qualifie de écologiques, c'est-à-dire à l'échelle des unités spatiales, on tombe dans des biais écologiques extrêmement importants parce que on présuppose que par exemple, à l'échelle d'un département, l'homogénéité de l'exposition environnementale, alors qu'on sait qu'en réalité, c'est totalement faux. Il y a des variations intra-départementales qui sont extrêmement fortes sur les expositions environnementales. Alors, pour contrecarrer en fait ces écueils méthodologiques, on a proposé ce projet qui s'appelle MRCPE pour maladie rénale chronique, profils environnementaux, et qui a pour objectif principal, comme le disait tout à l'heure Maxime, c'est d'étudier l'association entre des profils environnementaux des territoires et l'incidence de la défaillance rénale sur le territoire national en France. Alors, pour ce faire, on a considéré une approche multi-exposition par la création de profils environnementaux qui viennent regrouper un certain nombre de facteurs environnementaux. Donc ça, on le décrira un petit peu par la suite. C'est une étude écologique, spatiale et même spatio-temporelle qu'on a réalisée sur le territoire national, donc à grande échelle, mais surtout avec une granularité spatiale qui était particulièrement fine, qui était à l'échelle communale. Donc ça nous permet aussi dans ce type d'étude de réduire autant que possible ce qu'on appelle le biais écologique. Alors l'objectif, c'était d'évaluer en fait l'association entre des profils environnementaux des territoires et les disparités spatiales d'incidence de la défaillance rénale. Et cette association, on l'a évaluée par une analyse de médiation, que ce soit une association qui soit directe ou alors médiée par les deux principaux facteurs de risque, que sont le diabète et l'hypertension artérielle. Alors, c'est un projet qui a été décomposé en trois work packages. Un premier work package très épidémiaux pour évaluer, estimer la distribution spatio-temporelle de l'incidence de la défaillance rénale. Un deuxième work package qui a nécessité énormément de travail, et Saint-Martin vous en parlera un petit peu plus, sur la construction des profils environnementaux, et c'est déjà par différentes étapes sélectionner une myriade de bases de données environnementales, passer de la donnée brute à la création d'indicateurs de concentration ou d'exposition, et ensuite, à la suite de la création de ces indicateurs, de pouvoir construire des profils environnementaux sur la base de ces données. Et troisième work package, c'était qui est toujours en cours d'ailleurs, qui était pour répondre à la question, c'est-à-dire d'étudier l'association entre ces profils environnementaux et l'incidence de défaillance rénale. Alors, c'est un projet qui est porté par l'Université de Lille
et qui fait appel à trois équipes avec des compétences assez complémentaires. Une première équipe qui s'appelle Matrix, qui est une équipe en santé publique avec une expertise en statistique et épidémiologie spatiale. Un deuxième laboratoire qui est le LGCGE, qui est un laboratoire spécialisé dans les sciences environnementales et notamment en fait dans l'expologie, dont fait partie Martin. Et une troisième équipe qui est l'équipe INSERM RIDAGE, à l'Institut Pasteur de Lille, qui a une spécialisation en épidémiologie environnementale, les registres de maladies chroniques, et aussi une spécialisation parce qu'on a l'autre porteur du projet, Aguilès Amroun, est néphrologue de formation avec une très très bonne expertise sur l'épidémio et la néphro. Voilà. J'ai fait à peu près le tour de la présentation du projet, quoi. Du coup, on va enchaîner avec les principales méthodologies qui ont été retenues pour justement parvenir à ces... Oui. Du coup, la question que je vous pose, c'est comment la démarche scientifique a-t-elle permis de répondre aux ambitions du projet? Alors, le projet est quand même particulièrement ambitieux parce que c'est un premier projet à l'échelle nationale, à très fine échelle spatiale, qui a mobilisé énormément de données environnementales. Et on a voulu en fait en créer une méthodologie qui soit assez robuste pour pouvoir répondre aux objectifs du projet. Donc là, ce qu'on va vous présenter, hein, c'est un petit peu par work package, quelle est la méthodologie scientifique qui a été déployée. Pour la partie de l'étude de la distribution spatio-temporelle de l'incidence, on a mobilisé en très forte collaboration avec le registre national Rhin, des données d'incidence en fait, de la défaillance rénale. Alors, pour être particulièrement précis, c'est un registre de traitement, mais par abus de langage, je vous parlerai d'incidence de la défaillance rénale. Je sais qu'il y a des néphrologues dans l'auditoire, donc je préfère être extrêmement précis. N'étant moi-même pas néphrologue, je préfère décrire les abus de langage tout de suite, quoi. Alors, on avait ces données d'incidence sur une période de 2009 à 2021 pour environ 130 000 cas incidents. Et on a mobilisé en parallèle en fait les données de l'INSEE, les données populationnelles de l'INSEE, stratifiées par classe d'âge et par sexe, pour construire euh, des incidents standardisés à l'échelle communale. Donc, année par année et commune par commune, on avait un nombre de cas incidents et on a construit en fait des incidents standardisés. Et ces incidences-là, on les a lissées, alors c'est une technique assez classique, par modèle bayésien hiérarchique spatio-temporel, parce que ça nous permet de prendre en compte la dépendance spatiale, la dépendance temporelle et les interactions spatio-temporelles. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est du disease mapping assez classique. Alors ça, c'était la première chose sur la mobilisation des données de santé, mais on a également été un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a mobilisé un certain nombre d'indicateurs qui représentent en fait des facteurs connus de l'incidence. L'idée étant, c'est que lorsqu'on veut évaluer l'association entre profils environnementaux et incidence, eh bien, qu'on puisse ajuster déjà sur des facteurs de risque connus. Donc, pour ce faire, on a sollicité plusieurs partenaires. Le premier étant, et ça c'est grâce à leur accompagnement scientifique, le Health Data Hub, où au travers des données du SNDS et de la cartographie des pathologies, on a pu travailler conjointement pour obtenir des données de prévalence de diabète à l'échelle communale et de manière annuelle, les prévalences de diabète et prévalences d'hypertension artérielle, donc pour environ les 34 000 communes dans la géographie en vigueur en 2021, et ceux de 2009 à 2021. L'idée, c'était de pouvoir avoir des indicateurs écologiques qui sont des bons proxys en fait de la prévalence de diabète et d'hypertension artérielle. Le deuxième élément, eh bien, c'est qu'on a collaboré avec la plateforme MappingMed et notamment de l'unité anti-cible de l'Université de Caen, qui nous a fourni
un indicateur de défaveur sociale qui s'appelle le French EDI. Donc, c'est un indicateur composite qui permet de mesurer la défaveur sociale à l'échelle des territoires. Là, ici, c'était à l'échelle de la commune. C'est un score de défaveur sociale. Plus il est élevé, plus la commune est défavorisée, et réciproquement. Alors, troisième élément qu'on a intégré aussi dans nos analyses, eh bien, c'est de modéliser un petit peu l'offre de soins. Alors, là, on ne parle pas de demande, mais vraiment d'offre de soins. Et on a travaillé à partir des données INSEE et de la base permanente des équipements. En plus, on a géolocalisé l'ensemble des centres de dialyse par an en France sur toute la période d'études. Et on a reconstruit un indicateur qui est une densité communale qui correspond en fait au nombre de centres de dialyse à moins de 30 minutes de route. Donc, on a travaillé là-dessus pour avoir un proxy de l'offre de soins pour les centres en dialyse. Puis le dernier élément qu'on avait noté dans la littérature comme facteur de risque était en fait la pollution atmosphérique. Et on a travaillé avec l'INERIS et notamment leurs données de modélisation pour obtenir en fait les concentrations en particules fines et notamment les PM2,5 qu'on a obtenues année par année sur une grille de 2 km par 2 km et qu'on a réagrégé par la suite à l'échelle communale en calculant en fait une moyenne pondérée par les populations carroyennes. Alors, ça, l'idée, c'était d'avoir un certain nombre de variables contextuelles qui sont connues pour être des facteurs de risque de l'incidence de la défaillance rénale. Et on a évalué les associations entre ces facteurs de risque et l'incidence par le biais de régressions écologiques, qui sont en fait des régressions faites à l'échelle des communes et qui sont des régressions spatiales et spatio-temporelles. Alors, ces régressions nous permettent d'évaluer l'intensité de l'association entre les différents facteurs et l'incidence, mais également de pouvoir quantifier le pourcentage de variabilité géographique, variabilité spatiale de l'incidence qui est expliquée par ces différents facteurs. Et nous a permis aussi, ces modèles-là nous ont permis de réaliser une analyse de médiation. Je vais passer la main à Martin pour les aspects d'indicateurs environnementaux. Ouais. Donc, pour permettre de décrire le profil environnemental des communes aussi à l'échelle nationale, en fait, ça a nécessité plusieurs étapes. Donc, la première étape, en fait, ça a été la question qui s'est posée, c'est de quelles données on dispose pour pouvoir qualifier l'environnement à cette échelle, à l'échelle des territoires, des communes. Et simplement pour préciser, donc on parle d'environnement, on parle en fait du milieu de vie extérieur des populations. Donc on va chercher à décrire, par exemple, la contamination des milieux, l'occupation des sols, les aménités environnementales, donc par exemple l'abondance de la végétation, etc. Et donc tout l'enjeu, en fait, c'est la stratégie qui a été retenue, c'est de mobiliser des données ouvertes, librement accessibles. Et tout l'enjeu, c'est partir de ces données brutes qui sont, dans la grande majorité des cas, pas destinées à l'usage qu'on veut en faire, et de lever un certain nombre de verrous pour, in fine, arriver à la construction d'indicateurs spatialisés, d'indicateurs environnementaux, qui sont donc qui couvriront la France métropolitaine et sur une maille communale. L'objectif, c'est de rendre ces indicateurs environnementaux interopérables entre eux, pour pouvoir comparer, enfin, pour produire les profils environnementaux, mais aussi que ces indicateurs environnementaux, bien sûr, ils soient interopérables avec les données de santé. Donc, cette phase de construction du jeu de données environnementales, en fait, ça a été à peu près un peu plus d'un an de travail. Donc, il y a eu plusieurs étapes. La première, en partenariat fort avec le Green Data Forel, ça a été d'inventorier toutes les bases de données potentielles qui sont susceptibles d'être utilisées dans le cadre du projet. Donc, on en a identifié un peu plus de 120. Et ensuite, l'objectif, ça a été, parmi ces bases de données, de sélectionner celles qui sont vraiment pertinentes et vraiment utilisables pour cartographier à échelle nationale et sur une maille communale. Donc, on avait des critères d'inclusion. Il faut que la donnée soit disponible, exhaustive nationalement, euh, qu'elle soit aussi porteuse d'une information géographique pour qu'on puisse la spatialiser, que la donnée soit aussi comparable dans l'espace, dans le temps. Donc voilà, donc ça a été tout un travail, justement, il fallait aller en profondeur dans ces bases de données pour juger de leur pertinence, et finalement, on en a retenu 19. 19 bases de données ouvertes qu'on a individuellement traitées,
et qui nous ont permis de construire au final 150 indicateurs spatialisés nationaux. Et donc, évidemment, j'ai pas le temps de vous présenter tous ces indicateurs, mais si on doit retenir les principaux phénomènes qu'on décrit, on a les niveaux de contamination de l'air et des sols, en tout cas pour les polluants pour lesquels on a des données. On a l'occupation des sols, la proximité à certaines sources de nuisances comme les industries, les routes, etc. On a des indicateurs qui décrivent les pratiques agricoles, les caractéristiques climatiques et ce qu'on a appelé de la naturalité, par exemple l'abondance de la végétation, etc. Donc là, j'ai mis des exemples, mais je vais passer très vite. C'est pour un peu illustrer ce que je viens de dire. Ici, par exemple, c'est un indicateur. La carte que vous avez, c'est la pollution, la concentration en NO2, qui est un polluant atmosphérique, et c'est la moyenne interannuelle sur la période d'étude 2009-2020. Et donc, c'est les données INERIS qui ont été mobilisées, qui sont des données quotidiennes de concentration atmosphérique et qu'on a agrégées à la commune et à la fois dans l'espace et dans le temps. J'ai pris un deuxième exemple qui se rapporte du coup là plutôt à la thématique pratique agricole. On a utilisé la base de données BNVD, en fait, donc les distributeurs de substances phytosanitaires sont contraints chaque année de recenser tous les achats et ventes de substances phytosanitaires. Euh, et cette base de données, ensuite, elle est rendue accessible et on peut parvenir à la spatialiser pour cartographier les achats de pesticides sur le territoire national. Donc là, la carte que je présente, c'est les achats totaux, toutes substances phytosanitaires confondues, rapportées évidemment à la surface de la commune pour pouvoir comparer ces données. Et donc là, c'est l'indicateur global, toutes substances confondues, mais en fait, on a produit d'autres indicateurs en ciblant, par exemple, uniquement les substances herbicides, uniquement les fongicides, ou même en faisant un focus, par exemple, sur les substances classées CMR pour avoir une entrée un peu plus santé dans les indicateurs. Donc c'est juste pour dire que pour une même source de données, on en a 19. En fait, on produit un grand nombre d'indicateurs. C'est pour ça qu'on a 19 bases de données et 150 indicateurs au final. Donc là, c'est la liste, en fait, c'est un tableau qui représente justement ces 19 bases de données. Donc la première ligne, c'est pollution atmosphérique qu'on a étudiée justement avec la base de données INERIS qui est précisée entre parenthèses. Donc j'ai pas le temps de tout vous détailler, mais le point qu'il faut retenir et un gros point de vigilance sur ces données environnementales, c'est notamment la disponibilité temporelle de ces données. Nous, ce qu'on a assuré, c'est l'exhaustivité spatiale surtout. Donc on a des indicateurs qui ouvrent tout le territoire national à une maille communale. Mais ensuite, malgré tout, il persiste des disparités temporelles avec des jeux de données qui sont disponibles sur toute la période d'étude de la défaillance rénale et même en amont, par exemple la pollution atmosphérique ou l'occupation des sols agricoles, mais en parallèle des données qui sont vraiment beaucoup moins suivies dans le temps, malheureusement. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et donc, tout l'enjeu du projet, c'est déjà ce jeu de données est très conséquent, il est très riche, etc. Et le but, en fait, c'est d'essayer de décrire ce qu'on appelle les profils des communes, les profils environnementaux, c'est-à-dire de regrouper les communes en groupes et de regrouper les communes qui partagent, en fait, des caractéristiques environnementales communes et de décrire, en fait, une, une multiplicité de facteurs environnementaux qui les caractérisent, pour avoir une vision plus intégrée de l'environnement. Et donc pour ça, on a employé une méthode qu'on a déjà utilisée à l'échelle du nord de la France, qui repose sur des méthodes de réduction de dimensions, de réduction de données et de clustering. Et donc voilà, c'est un process qui repose sur 5 étapes. On sélectionne parmi ces indicateurs un certain nombre pour éviter les redondances d'informations. Et ensuite, on a réduction de données, clustering pour générer les profils de communes. Donc voilà un peu on a essayé de balayer un peu les grands axes méthodologiques qu'on a employés dans le cadre du projet. Merci beaucoup. Et justement, du coup, alors on a parlé de pas mal de sources de données, d'indicateurs. Finalement, à l'issue une fois que tout ça a été un peu mouliné, quels sont les résultats marquants du projet? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Qu'est-ce qui a pu vous surprendre ou vous interroger en tant que chercheur? C'est une bonne question, Maxime. Du coup, on a quelques résultats assez marquants hein, quand même sur le projet. Déjà, au regard du premier Work Package, ce qu'on a observé, c'est qu'on a décomposé en fait la modélisation par
de l'incidence par les composantes temporelles, distribution temporelle, distribution spatiale et spatio-temporelle de l'incidence. C'est que sur l'incidence de la défaillance rénale, on n'a pas observé vraiment de très fortes tendances d'un point de vue temporel, c'était relativement stable. Pour autant, on a détecté une forte hétérogénéité spatiale, hein, comme on les présente dans les deux cartes sur ces slides-là. La carte à gauche représente en fait des risques relatifs spatiaux qui ont été lissés par nos modèles. Donc, en termes de clés d'interprétation, c'est assez simple, hein. Les couleurs chaudes représentent des zones qui sont en surincidence par rapport à la moyenne nationale. Et les zones en couleur froide représentent en fait des zones qui sont en sous-incidence par rapport à la moyenne nationale. Et les zones grises, blanches, grises, en fait, c'est vraiment très très proche de la moyenne, quoi. Alors, ce qu'on observe, ça c'est assez descriptif, ce sont des estimations aussi liées à nos modèles. Et en parallèle, on utilise en fait ce qu'on appelle des excidence probabilities, donc c'est la carte de droite. Et là aussi, je vais faire quelques abus de langage pour ne pas rentrer dans la technique, mais ce sont des métriques qui nous permettent d'évaluer le niveau de crédibilité de ces zones de surincidence et de sous-incidence. Typiquement, là, c'est décomposé en trois couleurs. Les couleurs jaunes, en fait, correspondent à des zones de surincidence, alors que je vais qualifier aussi par un abus de langage de statistiquement significative ou extrêmement crédible dans un contexte bayésien. Les zones qui sont en couleur très foncée, bleu, ou en fait, ça dépend comment vous voyez les couleurs, mais bleu très foncé, ce sont des zones de sous-incidence très significatives. Et la couleur verte correspond à des zones pour lesquelles en fait, la crédibilité n'est pas assez forte pour qu'on puisse distinguer une surincidence d'une sous-incidence. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une hétérogénéité spatiale qui est très très marquée, avec des zones de surincidence et des patterns spatiaux assez visibles dans le nord de la France, dans le nord-est, aussi un petit peu au centre de la France et dans la région de Lyon et aussi dans la région de Marseille et plus globalement dans le sud-est. Donc là, clairement, ça, c'est à notre connaissance, en fait, la première fois qu'on propose une carte à échelle aussi fine de la distribution spatiale de la défaillance rénale. Et lorsqu'on a voulu évaluer un petit peu ce qu'on appelle les interactions spatio-temporelles, donc c'est-à-dire est-ce que cette distribution spatiale en fait évolue dans le temps, eh bien on n'a pas mis en évidence en fait de patterns spatio-temporels très crédibles. Donc c'est-à-dire que derrière, on peut imaginer que on peut tirer la conclusion que l'hétérogénéité spatiale est présente et est relativement stable sur la période d'étude. Alors ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, en fait, c'était les résultats des régressions écologiques, où on a confirmé ce qui était connu dans la littérature, c'est-à-dire que les différents facteurs qu'on a considérés, c'est-à-dire la défaveur sociale, l'accès aux soins, la prévalence de diabète, là, je ne vous ai pas présenté la prévalence d'hypertension artérielle, mais de toute façon, nous avons également les résultats, on l'a fait en analyse de sensibilité. Et l'exposition au PM2,5, en fait, était significativement associée aux variations spatio-temporelles de l'incidence. Le facteur le plus associé étant la défaveur sociale, hein. Ici, vous avez des risques relatifs ajustés, c'est un modèle multivarié. Et pour l'augmentation dans un territoire, c'est-à-dire dans une commune, l'augmentation d'un écart type de la défaveur sociale, c'est-à-dire environ 4 points de défaveur sociale, mais a produit en moyenne une augmentation de 10% de l'incidence de la défaillance rénale dans ce même territoire. Alors, si on est allé un petit peu plus loin dans l'analyse en fait, de cette association assez forte entre défaveur sociale et incidence de défaillance rénale, et notamment par une analyse de médiation où on a montré simplement que en fait, l'association, uniquement 15% de l'association entre la défaveur sociale et la défaillance rénale était médiée par la prévalence de diabète. Donc, autrement dit, en fait, on a un lien direct entre défaveur sociale et défaillance rénale qui correspond à 85% de l'association.
Donc ça, c'est un élément que je garde pour la suite, pour d'autres discussions, et notamment sur le rôle des inégalités sociales. Et ça, on pourra en reparler un petit peu plus. Alors, pour finir sur ce Work Package 1, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, on a fait une première analyse qui visait à confirmer les résultats de la littérature en considérant un certain nombre de facteurs de risque connus. À gauche, je vous présente en fait on vous présente la cartographie de la distribution spatiale de la défaillance rénale sans ajustement sur les facteurs de risque. Et à droite, vous allez observer la distribution ajustée, la distribution résiduelle après ajustement sur les principaux facteurs de risque. Donc on se rend compte assez rapidement que on a tendance à atténuer les contrastes de la carte et on l'a également quantifié et que lorsqu'on prend en compte ces différents facteurs de risque, dans leur globalité, ils expliquent environ 50% des disparités spatiales d'incidence de la défaillance rénale. Mais alors, c'est bien, c'est explicatif, mais il reste encore 50% résiduels qui ne sont pas expliqués par ces facteurs de risque. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on tend très rapidement vers des hypothèses environnementales. C'est la raison pour laquelle je vais passer la parole à Martin, qui va parler un petit peu des résultats sur les issus de la construction des profils. Ouais. Donc voilà un peu la diapo centrale qui présente globalement les résultats sur les profils environnementaux. Donc en fait, on en a identifié à l'échelle nationale 7 au total. Donc vous avez la carte à droite et à gauche, c'est le dendrogramme qui représente cette classification. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la première dichotomie, le premier embranchement du dendrogramme correspond vraiment à urbain-rural. Et donc on distingue deux profils urbains qui sont situés à gauche du dendrogramme. Donc sur la carte, c'est en noir et en gris. Et 5 profils ruraux, de communes rurales. Et justement, donc là, aujourd'hui, j'ai pas le temps de vous présenter en détail ces 7 profils. J'ai choisi de vous en présenter 3 en particulier qui me semblaient intéressants et pour vous montrer un peu justement comment, à partir de cette carte, on arrive à interpréter et à définir ces profils. Donc, ces 3 profils, en fait, leur point commun, c'est que ce sont des profils qui sont caractérisés par les pratiques agricoles les plus intensives. Donc si on isole ces 3 profils sur la carte de gauche et qu'on met en parallèle la carte qui mesure les achats de pesticides à l'échelle des communes, on voit qu'il y a une superposition assez nette entre ces deux cartes. Donc c'est le point commun, on va dire, entre ces profils, une intensivité de l'agriculture avec l'usage de substances phytosanitaires, mais ces 3 profils, en fait, ils sont très différents les uns des autres. Et c'est justement ce qu'on va essayer de montrer. Le premier profil ici en bleu, en fait, donc à chaque fois, je vais vous présenter, vous avez la carte du profil à gauche, et sur la droite, c'est un graphe avec en abscisse les indicateurs environnementaux, et en ordonnée, c'est le Z-score. Donc en fait, la particularité de ce graphe, c'est que le 0 ici, qui est représenté par une ligne rouge en pointillé, ça correspond à la moyenne nationale. Et donc, en fait, on peut analyser de cette manière quels sont les indicateurs environnementaux qui prennent des valeurs atypiques au sein de ce profil par rapport à la moyenne nationale. Pour ce profil en particulier, on a par exemple l'occupation des sols par des cultures viticoles ou encore la concentration, la contamination des sols en cuivre, les achats de fongicides par exemple, qui prennent des valeurs très atypiques au sein de ce profil. À l'inverse, la rotation des cultures prend des valeurs très faibles. C'est un indicateur qui mesure à quel point les cultures, il y a une rotation. Donc évidemment, comme ce sont essentiellement des vignes, ce sont des cultures pérennes. Euh, et donc voilà, donc vous l'aurez compris, ce profil, en fait, ça correspond aux espaces viticoles, aux grands espaces viticoles français. Donc là, j'ai mis les cartes pour illustrer. Vous avez la part de surface communale occupée par des vignes ici. Mais au-delà de cette culture, il y a les marqueurs, on va dire, environnementaux associés, principalement le cuivre dans les sols qui est utilisé dans les vignes pour lutter contre le mildiou, notamment sous la forme de bouillie bordelaise, et aussi l'usage en parallèle de fongicides chimiques pour lutter aussi contre des maladies. Donc à chaque fois, on doit trouver un titre, on nomme ces profils. Évidemment, c'est réducteur, mais c'est une manière de bien comprendre facilement à quoi correspond ce profil. Le deuxième profil que je vous propose de regarder, c'est un profil qui se répartit uniquement dans le nord de la France.
Et là, si on regarde les indicateurs qui prennent des valeurs atypiques, vous avez des indicateurs d'occupation des sols agricoles, avec deux cultures en particulier qui prennent une place très importante, c'est la betterave et la pomme de terre. Et en parallèle de tout ça, on a des marqueurs d'autres, en plus des pressions plutôt urbaines ou industrielles. Vous avez par exemple les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les sols qui sont très forts, la pollution atmosphérique en PM2,5, en PM10, etc., le zinc dans les sols, etc. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce profil, on a une agriculture très intensive avec une spécialisation très forte de l'agriculture, mais en parallèle de ces pressions agricoles avec des intrants chimiques, on a d'autres pressions qui se cumulent, notamment des pressions plutôt urbaines ou industrielles. Voilà. Le troisième profil, je vais passer rapidement, c'est le profil qui est représenté en jaune. En fait, là également, il est marqué par des pratiques agricoles et une agriculture très intensive, mais ce sont plutôt des cultures céréalières, ça correspond plutôt aux grandes plaines céréalières. Et contrairement au profil orange que je viens de présenter, les pressions urbaines et industrielles qui s'exercent sur ces communes sont beaucoup moins prononcées. Et donc tout à l'heure, je vous ai présenté ces trois profils avec en parallèle la carte d'achat des pesticides. On peut prendre le contre-pied et simplement là, par exemple, c'est une carte qui représente les prairies en France ou la densité d'infrastructures comme les haies, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des zones en fait où c'est des énormes parcelles agricoles et voilà, des espaces très ouverts où l'agriculture est très présente et très peu aussi d'espaces naturels, etc. Donc voilà pour les profils. Je n'ai pas le temps de vous présenter tout en détail, mais c'est un aperçu de ces résultats. Merci beaucoup. Alors, la question suivante, j'aimerais vous demander, étant donné que vos travaux mettent en évidence l'implication centrale des inégalités sociales, comment ça se manifeste concrètement dans vos résultats? Alors, pour répondre à la question, hein, j'en ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure lorsqu'on montrait les résultats du premier Work Package, hein, montrer que la défaveur sociale était le facteur le plus associé en termes de taille d'effet. Mais on est allé un petit peu plus loin, c'est-à-dire que on a parlé de variabilité géographique un petit peu expliquée par ces différents facteurs de risque. On sait que ça explique ces facteurs expliquent environ 50% de la variabilité géographique. Et en fait, en réalité, on se rend compte que la défaveur sociale au travers de l'indicateur French EDI, en fait, c'est le plus important déterminant de ces disparités spatiales et vraiment de loin, hein, environ 35% de la variabilité spatiale en fait est expliquée par la défaillance sociale. Et ça, c'est vraiment loin devant en fait la prévalence de diabète qui est à 3,5%, l'accès aux soins à 2,5% et la pollution de l'air via les PM2,5 à 1,6%. Alors, on est allé un petit peu plus loin et puis on a fait un petit peu de travail méthodologique pour adapter des fractions attribuables en population dans ces modèles spatiaux. Et on a montré que dans un scénario contrefactuel où on réduisait totalement les inégalités sociales, eh bien, on aurait pu éviter 23 000 cas de défaillance rénale sur la période d'étude. Donc, c'est vraiment un impact. Je mets vis-à-vis de ces résultats juste un élément de vigilance, c'est qu'en fait, il s'agit d'une étude écologique et donc, en fait, ces associations, ces fractions attribuables en population, l'interprétation doit être faite au niveau des territoires, donc là, c'est-à-dire à l'échelle de la commune, et pas de tirer des conclusions au niveau individuel. Donc, ça, c'est l'écueil de ce type de méthode, ce type de design d'étude. Si on voulait avoir des conclusions à l'échelle individuelle, il faudrait construire des études à l'échelle individuelle. Alors, pour aller un petit peu plus loin, c'est que le message qu'on doit retenir, c'est que ici, notre étude a permis de montrer que les populations les plus vulnérables vivent dans les territoires les plus défavorisés, et ce n'est pas à l'échelle individuelle, mais bien à l'échelle des territoires. J'insiste sur ce point-là. On a montré que le diabète bien, joue un rôle, il est quand même assez loin d'expliquer toute l'association, à peu près que 15% de l'association entre défaveur sociale et défaillance rénale qui est expliquée, qui est médiée par la prévalence de diabète.
Nos hypothèses vont un peu plus vers le fait que ces territoires, eh bien, ils cumulent probablement, certes, plus de facteurs de risque, diabète, hypertension artérielle, etc., mais également en fait, des conditions de vie un peu moins favorables, une moindre littératie en santé. Et donc ça a aussi un impact extrêmement fort, et aussi un recours plus difficile au système de soins. Alors, là, je cite un article assez récent, un article français hein, aussi, qui a montré que bien, chez les personnes les plus défavorisées, eh bien, on observe un adressage plus tardif, donc ils rentrent dans le parcours de soins un petit peu plus tard. Il y a davantage de dialyse en urgence et un moindre accès à la greffe. Donc ça, c'est toute une somme d'éléments hein, qui nous permettent quand même de tirer une conclusion à partir de cette étude et de cet article, que bien ici, la vulnérabilité qu'on observe dans les populations, c'est vraiment un cumul à la fois de désavantages sociaux, mais aussi de difficultés dans le parcours de soins. Donc c'est vraiment une approche qui est multicomposante et pas uniquement dire ce sont des gens enfin, il y a un fort taux de chômage où il n'y a pas assez d'offres de soins, c'est vraiment quelque chose de cumulé et de structurel. Donc là, ça nécessite encore énormément de travail pour définir un petit peu les différentes composantes et voir comment elles interagissent entre elles. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Maxime pour la fin, du coup. Ouais, tout à fait, merci beaucoup, c'est très clair. Merci à vous deux, merci à toute l'équipe aussi qui a fortement contribué à cette présentation. C'était aussi hyper instructif d'avoir des cartographies, d'autres représentations, ça permet davantage de s'approprier les résultats. Peut-être le temps que les différents participants du webinaire posent leurs questions sur le chat et qu'on passe à la séquence de questions-réponses. Juste un dernier point sur les perspectives de l'étude. Peut-être est-ce que vous pouvez dire quelques mots là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui sont disponibles ou d'autres perspectives à imaginer dans le cadre de ce projet? Bah, oui, bien sûr. Donc, déjà, il y a le Work Package 3 qui consiste donc à faire le lien et à voir les relations entre les profils environnementaux des communes et la répartition spatiale d'incidence de la défaillance rénale. Il est en cours d'analyse, donc on ne vous présente pas cet aspect-là aujourd'hui. Sur le volet profils environnementaux, en fait, on a pu construire des indicateurs, 150 indicateurs environnementaux, donc on a une grande richesse quand même dans les phénomènes qu'on parvient à décrire. Dans les profils environnementaux qu'on obtient, les 7 profils finaux, à l'échelle nationale, on se rend compte quand même qu'on décrit des gradients globaux et qu'on a quand même voilà, des profils assez macro, on va dire. Et donc, on réfléchit à des manières un peu plus pertinentes, justement, de capter des choses un peu plus intéressantes d'un point de vue environnement santé, etc., voire à des manières de sélectionner les données. Là, on a brassé très large, mais on aurait pu sélectionner les données environnementales avec vraiment le prisme sur la maladie, en sélectionnant des indicateurs, des polluants qui sont les plus susceptibles d'être liés à la pathologie. Voilà, et puis on a une thèse en cours aussi au laboratoire qui est encadrée par Florent Ocelli notamment et qui vise à utiliser sur ces mêmes données environnementales nationales des algorithmes d'intelligence artificielle, notamment pour essayer de construire des profils plus pertinents, etc. Et puis, il y a tout un volet, en fait, sciences ouvertes. Donc là, c'était une perspective, mais là, ça y est, tout est en ligne maintenant. Vous avez les scripts qui ont été utilisés pour toutes les analyses spatio-temporelles, la cartographie d'incidence de la défaillance rénale qui sont mis en libre accès sur GitHub et en parallèle également certaines données, mais cette fois-ci bien sûr agrégées à la commune pour protéger l'anonymat, etc. des patients. Voilà, donc tout ça est en ligne sur GitHub pour vraiment documenter et être Alors, transparent sur la méthode. je tiens à préciser que ce ne sont absolument pas des données d'incidence qu'on a mis en ligne. Ce sont des résultats issus des risques relatifs lissés issus des modèles bayésiens. Parce que, évidemment, étant donné qu'on manipule des données médicales, on est totalement dans l'incapacité de les ouvrir. Mais pour autant, on a fourni en fait ce qui a permis de construire les cartes. Donc, ce sont des estimations de nos modèles. En plus de ces données-là, les données qu'on avait récupérées en open access, c'est-à-dire prévalence de diabète, prévalence d'hypertension artérielle, défaveur sociale et offre de soins, les indicateurs d'offre de soins qu'on a calculés et également les PM2,5 sont disponibles dans ces données-là parce que là, pour le coup, ce sont des données en ouvert. Ouais.
Et en fait, sur le volet environnemental, il y a des choses similaires qui ont été faites. Donc, le jeu de données de 150 indicateurs communaux nationaux a été publié sur Recherche DataGouv. Donc là, c'est tout récent, ça a été validé ce matin par la plateforme. Donc, on met à disposition ce jeu de données-là. Mais en fait, on ne voulait pas s'arrêter simplement au partage de ces données sans donner le contexte, les méthodes, etc., qui ont été utilisées, parce que ces données, elles présentent des limites. J'ai évoqué la dimension temporelle, mais en fait, il y a plein de limites à ces données. Et donc, on voulait vraiment avoir aussi en complément, on a créé un GitHub et pour chaque source de données, on documente en fait les méthodes. Donc là, je vous présente, en fait, on documente déjà les sources de données au départ qui ont été utilisées en explicitant éventuellement leurs limites. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des achats de pesticides. Voilà, on rappelle que c'est des données d'achat qu'on les spatialise pour s'en servir comme un proxy d'usage, mais qu'on n'est pas sur de l'usage de ces substances. Voilà, on décrit les process, les traitements qui ont été appliqués sur ces données pour agréger et obtenir des indicateurs communaux. Et bien sûr, on liste aussi toutes les limites et les points de vigilance à avoir en tête au moment d'utiliser ces données parce que voilà, on ne peut pas tout leur faire dire non plus. Et bien sûr, on met aussi en accès libre les scripts de traitement qui ont permis de générer les indicateurs. Et voilà, il y a un système aussi ça c'est un peu technique, mais c'est sur R, on a mis à disposition le versionnage des packages, etc., qui ont été utilisés pour ces traitements et pour garantir le plus de reproductibilité possible dans ce travail. Et du coup, voilà. Les deux se répondent entre les données sur Recherche DataGouv et toute la documentation, on va dire, méthodo sur GitHub en parallèle. Bah, écoutez, on vous remercie tous et toutes de votre attention et voilà, on est à disposition pour répondre à vos questions dans si vous en avez dans le chat. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Mickaël. Effectivement, c'est super intéressant. Ça montre qu'en dehors des résultats du projet, il y a aussi tout un ensemble de ressources qui sont disponibles. Et ça, c'est vraiment intéressant je pense, pour les personnes qui sont connectées, pour les personnes qui travaillent sur ces différentes thématiques. On vous a mis les liens dans le chat. Et je précise aussi également que la présentation, pardon, sera diffusée à l'issue donc de ce webinaire. Alors, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. On est plutôt pas trop mal sur le timing. Je vais les prendre dans l'ordre pour éviter d'en oublier. Donc, si jamais c'est un petit peu redondant, je vous prie de m'en excuser. Je vais commencer par une première remarque plutôt qu'une question. Donc, je vais volontairement ne pas citer les noms et prénoms des personnes. Mais voilà, on pourra revenir vers vous ultérieurement si besoin. Donc, la remarque dit: bonjour, merci beaucoup pour la présentation du projet, c'est très intéressant et pertinent. Concernant les produits phytosanitaires, certains ont une très grande demi-vie et le choix de travailler sur la BNVD est basé sur les ventes et ne reflète pas forcément l'utilisation. Certains utilisateurs font des stocks avant l'interdiction des produits, parfois pendant de nombreuses années. Et concernant, je pense, des produits dans l'air, le sol, etc. Ce n'est pas reflété ici. Après, c'est sûr qu'il est difficile de trouver de meilleurs proxys. Ouais. Je pense que c'est une remarque. C'est vrai qu'effectivement, c'est le problème. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de données, de bases de données meilleures que celle-ci. Après, effectivement, il y a des biais, justement, on les documente dans les données, sur le GitHub, etc. En fait, ce qu'on a essayé de faire aussi pour essayer de limiter au maximum ces biais, même si on n'y parvient pas à 100%, c'est en fait, on n'a jamais créé un indicateur sur une substance en particulier, par exemple. On fait toujours des indicateurs assez macroscopiques. On va considérer toutes les substances fongicides, par exemple, ou toutes les substances classées CMR dans un même indicateur pour éviter justement les variations d'une année à l'autre en fonction de la législation qui change, enfin en tout cas limiter cet effet-là. Et pareil aussi sur l'agrégation temporelle, c'est-à-dire qu'on a les données sur la BNVD, c'est 2015 à 2021. Et donc on agrège les données, on fait des moyennes interannuelles pour aussi essayer de limiter ces variations dans le temps. Donc après, comme c'est dit dans la question, c'est que malheureusement, on n'a pas vraiment meilleur proxy que celui-là, pour l'instant en tout cas. Et voilà. Ok, merci beaucoup sur la partie plutôt questions. On a deux questions qui portent sur la même thématique. Je pense que c'est une thématique qui est de fort intérêt pour la communauté sur toute la partie santé-environnement. La question pose sur pourquoi l'étude n'a pas été faite à la maille géographique de l'iris.
Alors, c'est une bonne question. C'est que à l'époque, au niveau des données sanitaires, on avait uniquement, et je sais qu'on avait uniquement la maille communale. Je sais que dans le cadre du registre Rhin, si on passe sur d'autres conventions, on a la possibilité de descendre à la maille de l'IRIS. Après, toute la difficulté, c'est de pouvoir rendre interopérables les différents facteurs, mais notamment les facteurs de risque qu'on a reconstruits. Parce que si on a une maille à l'iris pour les données sanitaires, pour certaines données environnementales, on peut avoir une maille à l'iris, mais pour d'autres données, et je pense notamment à la prévalence de diabète et la prévalence d'hypertension artérielle, on réutilise les données du SNDS, à ma connaissance, il n'est pas encore, ou que- uniquement dans des rares cas de figure, possible de descendre à l'échelle de l'iris. Donc ça, c'est toujours un petit peu embêtant, mais on est d'accord que typiquement, sur ce genre d'études écologiques, on aurait pu descendre à l'échelle de l'iris. C'est une question qui est souvent posée, effectivement, pour compléter de mon côté, côté plateforme de données de santé. Effectivement, les données qui sont issues de la base principale du SNDS, elles ne comportent pas encore comportent pas cette information sur l'iris. Donc, c'est techniquement possible de le faire, mais ça demande beaucoup de temps et c'est aussi également assez en fonction des croisements qui vont être effectués, c'est pas forcément le plus évident. Mais c'est une question qui se pose très très régulièrement sur ce type de projet. Et c'était aussi également un peu l'une des problématiques qu'on a souhaité adresser en lançant l'appel à projet. C'est aussi tester un peu ces différents cas d'usage et voir dans quelle mesure on peut réussir, dans le respect de la réglementation et en fonction des complexités techniques, bah, descendre à un niveau qui soit le plus fin, une granularité la plus fine possible pour avoir justement des résultats qui soient concrets, qui se rapproche le plus près de la réalité. Oui. Je peux te donner une autre question si tu veux, Maxime. Quelqu'un demande si vous pourriez préciser comment la dimension temporelle a été prise en compte. Oui, alors, ce qu'on utilise, je rentre un tout petit peu dans la technique, mais sans noyer les gens. Ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait, hein, je l'ai évoqué très, très rapidement pour pas rentrer dans la technique directement dans des slides, c'est qu'on a fait de la modélisation bayésienne spatio-temporelle, donc ce sont des modèles linéaires généralisés mixtes, dans lesquels on intègre à la fois les covariables comme effets fixes, mais également des effets aléatoires qui sont structurés à la fois dans le temps par des marches aléatoires, dans l'espace par des modèles autorégressifs et des interactions spatio-temporelles. Donc, cette dimension temporelle, on les avait à la fois forcément dans les données, parce qu'on avait pour une commune le nombre de cas incidents par année. On avait aussi les covariables qui étaient annualisés. Et Mm. on a modélisé ces associations-là par des modèles à triple composante, temporelle, spatiale et interaction entre le temps et l'espace. Ouais, ok, merci. Pour la suite. Du coup, il y a une remarque qui va peut-être aussi appeler à des compléments. L'indicateur des faveurs sociales est peut-être une variable qui cache d'autres problématiques, l'accès aux soins primaires, des aires médicales, les facteurs génétiques liés à l'origine géographique des patients, etc. Ah ben, bien sûr, ça c'est une évidence. C'est une évidence et c'est aussi la raison pour laquelle on insiste sur le fait que nous, on a une approche quand même très macroscopique avec un indicateur de défaveur sociale et qu'on parle du fait que les populations les plus vulnérables sont celles dans des territoires présentant dans des territoires les plus défavorisés, mais en fait, c'est quand même extrêmement macroscopique. Et là, ça nécessite vraiment qu'on aille un petit peu plus loin et de comprendre finalement est-ce que c'est une réelle défaveur à l'échelle individuelle ou est-ce que en fait c'est la conjugaison d'un certain nombre de facteurs qui pourraient être que la défaveur sociale pourrait cacher. Ça, on est totalement d'accord. Mais ça, avec les données qu'on a à disposition, on ne peut pas aller réellement plus loin, ce d'autant qu'on est vraiment à une échelle écologique et pas une échelle individuelle. Ok. Et il y a une question sur la disponibilité en open source des indicateurs. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'ils sont toujours disponibles en open source et au niveau communal y compris? Pour les indicateurs environnementaux, oui, tout est accessible sur Recherche DataGouv, la plateforme, et du coup, il y a le GitHub en parallèle qui permet de comprendre un peu d'où vient ce jeu de données, comment il a été produit, etc. Mm. Et comme le disait Michael tout à l'heure, sur GitHub aussi, une autre page sur plutôt l'aspect, le volet santé, il y a à disposition à une maille communale certains, notamment
les Mm. relatifs lycée, etc., l'accès aux soins, la défaveur sociale, etc., qui sont aussi disponibles. Ok. Alors, merci. Alors, d'autres questions sur l'offre de soins. Les modalités des centres de dialyse sont prises en compte? Oui. Oui, oui. En fait, ce sont tous les centres au niveau national, toutes modalités confondues. Donc, que ce soit en fait autodialyse, UDM, centre lourd, etc. On ne s'est pas amusé à stratifier. On aurait pu. Ok. Et alors là, il y a une question qui est un peu technique, donc moi, je ne comprends pas trop, mais je vous la transmets. La maladie rénale est ici approchée pour les patients en suppléance, dialyse ou greffe. Envisagez-vous de faire la même chose avec des données SNDS de patients en MRC de stade non suppléé? Je ne sais pas si vous comprenez la question. C'est assez complexe. Je pense que je vais un peu botter en touche n'étant pas néphrologue de formation, hein. J'ai essayé dégoupiller ça tout à l'heure. Mais là, pour le coup, bah, on a notre sauveur néphrologue, l'appel à un ami, qui est aussi co-porteur du projet, qui est Aguilas Samroun, qui sera en Euh, mesure de vous répondre, je pense. Merci pour la belle présentation et l'introduction en tant que sauveur. Ça va être relativement simple d'y répondre. En fait, l'identification des cas, elle dépend de notre capacité à les identifier. C'est une tautologie au sein de la base de données, notamment du SNDS. Aujourd'hui, il y a un groupe qui travaille un groupe de travail au sein de l'assurance maladie qui essaie de créer, qui a créé un algorithme d'identification des patients atteints de maladie rénale chronique au sein du SNDS. Mais la tâche s'avère complexe puisque on identifie les patients que par leur consommation de soins et on identifie finalement les patients dont les consommations de soins ressemblent à celles de parcours de patients atteints de maladie rénale sans avoir la certitude qu'ils ont une maladie rénale chronique, parce qu'en réalité, on n'a aucune consommation de soins qui soit spécifique aux malades rénales, que ce soit les médicaments, les consultations, les hospitalisations, les ALD, etc. Hmm. Donc, on pourrait l'envisager, mais avec une grosse marge d'incertitude sur notre capacité à identifier précisément les patients atteints de maladie rénale chronique en amont du stade de suppléance, là où pour le coup on n'a aucun doute, puisque là, ils sont identifiés à partir du registre. Ok, merci pour la réponse. Deux questions. Alors, on a un petit peu discuté, c'est curieux, on a un petit peu discuté en préparant justement ce webinaire. Je lis la question et je vous laisse répondre. Donc, l'interdépendance de la santé avec d'autres domaines est évidente aujourd'hui. Face à l'impact des inégalités sociales sur la santé, quelles sont les mesures prises par l'État? Une bonne question. Hmm. Je ne saurais pas y répondre. Je n'ai pas ces leviers d'action, hein. Ah, Achilles, notre Guildas, sauveur. si tu veux. Alors, je n'ai pas la prétention de répondre à cette question qui est extrêmement vaste, mais on peut peut-être apporter deux éléments de réponse. Déjà, le premier élément de réponse, c'est que ce projet permet d'identifier et de quantifier et d'illustrer très clairement le poids de la défaveur sociale sur ces disparités d'incidence à l'échelle nationale, sur une maille géographique relativement fine. Ça peut devenir un outil de pilotage des politiques publiques et c'est une des ambitions de se dire, bah, la maladie rénale, effectivement, nous, on la regarde là au stade le plus avancé, au stade de défense rénale, mais l'un des plus gros enjeux pour cette pathologie, c'est la prévention. Peut-être qu'on pourrait imaginer que ça soit un outil de pilotage pour dire, bah, il faut amener la prévention auprès de la population et probablement auprès de la population la plus vulnérable, ce que ce travail a pu éventuellement aider à identifier. La deuxième chose, c'est qu'actuellement, il y a des discussions autour de forfaits, du forfait dialyse notamment, ou de prise en charge des patients au stade les plus avancés. Des discussions sont actuellement en cours sur quels sont les indicateurs, les paramètres, les informations dont on doit tenir compte autour de la réflexion sur sur ce forfait. Et la défaveur sociale s'est invitée à la table en tout cas, le niveau socio-économique et les indicateurs autour de la défaveur sociale se sont invités à la table de ces discussions. Donc, probablement qu'un des messages, c'est aussi de dire la prise en charge de ces patients, la prise en soin, elle doit se faire de façon globale et intégrer au-delà des simples comorbidités, plein d'autres indicateurs et notamment socio-économiques. Donc,
probablement que ça fait partie des éléments de réponse. Merci beaucoup pour cette réponse très éclairante. Mm. Et puis, merci à tout le monde pour votre participation et votre intérêt pour ce webinaire. Je pense qu'on arrive un peu à la fin. Puis on arrive au bout, on a passé toutes les questions et commentaires en revue, donc merci effectivement pour vos différents retours. Merci évidemment aux différentes personnes qui ont pu animer cette présentation. Michael, Martin, Ilès, Florent, on n'a pas beaucoup entendu, mais merci pour quelques mots en introduction. Et évidemment, merci Laura aussi pour avoir co-animé ce webinaire. Merci à tout le monde. Merci.